Bienvenue au Polysécure segment PME. Je suis avec Joël. Bonjour Nicolas Loïc, comment vas-tu aujourd'hui? Très bien, toi? Très bien, très bien. D'accord, on va commencer avec un sujet qui a fait l'actualité puis qui a fait encore couler beaucoup d'encre avec Colonial Pipeline qui a eu certains problèmes de sécurité assez majeurs qui ont créé des situations un peu paniquantes aux États-Unis. Oui, effectivement, Colonial Pipeline a vécu un ransomware. Là, je pense que tout le monde sur la planète le sait. C'est malheureux, c'est dommage. Ils ont les pirates ont carrément attaqué là, une source là, importante là, pour les États-Unis. Mais il y aurait pu, il y a moyen de toujours s'améliorer, puis dans leur cas, il y avait place à amélioration aussi, là. Mais j'embarquerai pas dans le détail d'une grosse boîte nécessairement parce qu'ils ont déjà toutes les ressources nécessaires et c'est peut-être un peu de la politique qui fait qu'ils n'ont pas été en mesure de se prémunir suffisamment de tout ça, là. Mais bon, pour ce qui m'intéresse, moi, c'est les petites entreprises, donc les très petites entreprises, TPE, puis les PME, comme vous savez, donc les travailleurs autonomes. Pour eux, se prémunir d'un ransomware, là, comme il aurait pu arriver à Colonial Pipeline, c'est principalement 3 éléments. Hein, vous savez, des bonnes sauvegardes, puis des sauvegardes, là, comme j'ai déjà écrit dans mon blog, là, tout simplement, là, des sauvegardes 3-2-1, donc 3 types de médias sur 2 sites différents, puis un off-site, etc. Bon, je donne le détail là-dessus là, sur mon blog, vous pourrez aller le voir. L'autre élément qui est, je dirais même principal, c'est vraiment la sensibilisation auprès des usagers, là. Donc, nos employés, il faut vraiment prendre le temps de les informer, de les former. Puis, c'est pas grand-chose, là. Des fois, c'est des petites capsules de vidéos que certaines entreprises font déjà ou, tout du moins, un genre de document là, avec en 7-8 points, là, comment réussir à bien identifier un ransomware, là, parce que ça arrive là, par email là, la grande majorité du temps, ou des sites web là, qui sont malveillants, qu'on aurait été visité, là, puis qu'on aurait cliqué sur quelque chose là, qu'on n'aurait pas dû. Fait que donc, des bonnes sauvegardes, de la sensibilisation auprès de ces usagers, puis évidemment, un plan de relève. Hein? On se comprendra, pour une grosse compagnie, on parle de plan de relève, mais une PME, un travailleur autonome, on va parler tout simplement d'une petite procédure. Mon système fonctionne plus. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour le remonter? Ben, ça peut tenir sur une page, probablement dans la majorité des cas. Bon, j'ai déjà ma clé pour redémarrer, j'installe ça, je redémarre, je fais telle étape, telle autre étape, je récupère mes données qui sont à tel endroit, de telle façon, puis etc. Fait qu'avec ces 3 méthodes-là, là, je dirais la majorité, la grosse majorité des travailleurs autonomes là, puis des PME sont capables de passer à travers une situation de même puis revenir en business, en affaires là, rapidement. Ouais, justement, plus que de revenir en affaires, c'est d'éviter l'interruption le plus possible. Dans le cas de Colonial, en plus, là, dans ce cas-ci, c'est du fuel, fait que ça crée des dommages sociétaux très importants, mais pour une PME ou une TPE, justement, ben là, j'utilise des grands mots, là, le plan de continuité des affaires. Ça fait peur à beaucoup de gens. En tout cas, on l'utilise comme ça, puis ça a l'air gros puis pompeux en grande entreprise. Mais la réalité pour les PME et TPE, c'est qu'il faut juste cibler c'est quoi les éléments importants pour nous permettre de continuer à rester en affaires, à continuer à pouvoir opérer normalement. C'est sûr que, comme toi et moi, on est plus des travailleurs autonomes qui ont une petite business, fait que c'est plus facile de le faire comme ça. Une PME, c'est un peu plus complexe, surtout dans le milieu industriel. Il faut justement déterminer c'est quoi les éléments clés qui permettent de continuer la production malgré qu'il peut y avoir un avarie technologique ou un avarie informatique. Là. Fait que c'est dans cet angle-là, c'est très important. Puis, même si c'est fastueux, ça dure, comme tu mentionnais, c'est juste sur une page, c'est amplement suffisant. Pour la majorité des cas, puis même pour des PME de quand même d'assez grande taille, ça peut être suffisant dans la mesure où on est capable de continuer à faire rouler les chaînes de production ou rouler dans ce sens-là, où tu parlais de plan de relève, peut-être les backups, justement, si les systèmes de production sont affectés, puis si possible, si vous êtes capable de séparer vos systèmes de production de votre système de bureautique, parce que c'est justement par le système de bureautique, par les courriels, par ces genres de choses-là que ça arrive, tu le mentionnais, et former les utilisateurs. Pour mon expérience en grande entreprise, j'ai
c'est plus ou moins concluant, disons, ce que j'ai vu comme formation. Ensuite, j'aimerais ça t'entendre après ça là-dessus un peu, voir ce que tu as vu de ton côté. Par contre, d'un point de vue technologique, on a mis en place des moyens comme mettre des bannières qui informent que le courrier arrive de l'extérieur, par exemple, ou des éléments, des indicateurs qui sont des aides à l'utilisateur pour prendre une décision éclairée versus à juste le laisser tout seul et essayer de prendre une décision tout seul. Est-ce que tu as déjà, dans ton expérience, vu des cas de formation qui ont porté fruit? Moi, c'est plus ou moins, là. Là, ça, c'est la gag standard. Il a oublié d'enlever le mute. Fait que... Oui, effectivement. Il y a des formations qui portent fruit, assurément. J'ai vu plein de petites entreprises là, qui ont tout simplement utilisé là, des formations là, relativement très simples. Là, puis avec un one page là, pour distribuer aux gens qui s'affichent puis qui pinent là, sur son bureau, là, tout simplement. Là, puis ils peuvent y référer. Là, puis, vous savez, la majorité des cas, c'est souvent il y a des fautes, puis le sentiment d'immédiateté, en tout cas, je manque mon mot, là. De sentiment d'urgence, là, tout simplement, qu'on cherche à insuffler aux gens d'agir, puis des liens là, qui, quand on passe la souris tranquillement par-dessus le lien, puis on clique pas dessus, mais on fait juste surveiller dans le bord d'état là, qu'est-ce qui s'affiche comme élément, on s'aperçoit que des fois, oups, c'est pas tout à fait ce qui est attendu. Là. Fait que là, on peut être suspicieux, puis dans tous les cas, là, on prend pas de chance, on demande à quelqu'un qui est vraiment beaucoup plus à l'aise avec ces éléments-là pour les reconnaître assurément. On demande à son gars d'IT dans le business, là, dit, bon, viens donc voir ça, là, j'ai un doute. Puis en cas de doute, là, regarde, à la limite, là, c'était pas important. On le met aux poubelles, puis c'est tout. Si c'était véritablement important, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui va appeler, il va y avoir un autre courriel qui va revenir avec des informations différentes, présentées différemment. Il faut être très vigilant, tout simplement, là, avec les courriels qu'on reçoit a priori. Là. Effectivement, puis j'aime bien ça quand on a un doute, c'est un très bon critère là, d'établir justement cet élément-là, puis justement dans ce temps-là ne pas réagir justement en cas de doute. Ou dans le pire des cas, nous ce qu'on conseille dans ce que j'ai vu dans différentes places, c'est appeler l'interlocuteur. Juste vérifier avec cette personne-là si le courriel est légitime, parce que des fois on est dans un contexte de courriel qui arrive d'une personne qu'on croit légitime, et là on a peut-être un doute donc justement de contacter la personne de vive voix, parce que le téléphone existe encore, donc de pouvoir l'utiliser justement pour contre-vérifier l'information, surtout dans un contexte d'affaires où les courriels doivent être balisés selon certains éléments. On va passer à un deuxième sujet qui est l'authentification à double facteur, ou multifacteur, ou MFA, ou 2FA, peu importe quand vous l'avez entendu, ou même, ce que j'aime bien dire, le mystérieux facteur d'authentification, pour un peu démystifier cet élément-là qui, à mon avis, est mal aimé et sous-utilisé dans les entreprises, dans les PME, puis même de façon personnelle, pour nous protéger adéquatement, et ce n'est pas si difficile que ça à utiliser, et ça permet quand même un bon niveau de protection, et peut-être dans le cas de Colonial, s'il y avait eu, sans connaître les détails, peut-être que ça avait eu plus de facteurs dans leur réseau, peut-être que la situation aurait été amoindrie ou beaucoup moins dramatique que ce qu'ils ont connu. Oui, en effet, l'authentification au double facteur est un élément là, essentiel et crucial. Vous savez, a priori, là, on a des accès, et ces accès-là, il faut vraiment les sécuriser. Parce que c'est la première barrière là, que tous les pirates vont tenter par tous les moyens de réussir à avoir. Hein, réussir à obtenir des accès, puis des accès privilégiés aussi. Fait que donc, a priori, là, toutes les PME, là, les serveurs d'entreprise devraient tous avoir l'authentification double facteur activée dessus. Là. Aujourd'hui, c'est rendu vraiment là, une norme, là, je dirais, de l'industrie. Là. C'est requis. Si on parle de plus, admettons, les travailleurs autonomes, des personnes qui ont 2, 3 personnes dans l'entreprise, 5, bon, OK, on comprend que ces gens-là, souvent, vont fonctionner parfois avec leur courriel personnel, des Gmail, des Hotmail de ce monde, des Outlook de ce monde.
Mais ces types de courriels-là permettent l'authentification à double facteur, eux autres aussi, là, ce qu'on dit les 2FA, puis les MFA. Bon, mais puis c'est pas si compliqué que ça, là. D'ailleurs, j'ai pris la peine d'écrire un blog, là, un article à ce sujet-là, là, qui s'appelle l'authentification à double facteur sur mon site, là, le site de monsieurti.ca. Et puis, j'ai tenté de vulgariser ça là, au maximum. Là, je suis persuadé que Monsieur Tout-le-Monde est en mesure de très bien comprendre tout ce que j'ai écrit là-dedans. Faut comprendre que quand on veut sécuriser un accès, il y a trois types de sécurité qu'on peut y apporter. Le premier type, c'est la sécurité avec des mots de passe, donc de ce que l'on sait. Un mot de passe, un NIP, etc. Et l'autre type de sécurité qui peut y être aussi ajouté, c'est ce qu'on a en notre possession. Donc, ça peut être un jeton, ça peut être des fois, il y en a qui ont sûrement déjà vu ça, là, des petites clés RSA, là, puis il y a des petits chiffres là, qui déboulent dessus aussi, là, ou bien tout simplement une carte d'accès, une entrée là, dans un bureau d'affaires. Bon, ben ça se trouve à jouer le rôle de ce qu'on a en notre possession. L'autre élément, un autre type de facteur d'authentification est ce que nous sommes. Donc, ce que nous sommes, ça peut être nos empreintes digitales, la reconnaissance vocale, la reconnaissance faciale. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent être utilisées. Évidemment, il y en a qui sont plus faciles à intégrer que d'autres dans les systèmes. Les mots de passe sont faciles à intégrer. Là, tout le monde connaît ça depuis longtemps. Par contre, avoir quelque chose, ça peut être un petit peu plus complexe dans les systèmes pour réussir à valider cet élément-là, puis ce que nous sommes aussi. Mais bon, somme toute, ça se résume un peu à ces types d'authentification-là. Oui, je vais apporter un point sur la biométrie, qui est le troisième facteur que tu as mentionné. Au Québec, c'est légiféré, fait qu'il faut, en cas dans un système d'entreprise, il faut contacter la Commission d'accès à l'information pour déclarer l'usage de ce système-là. Donc, c'est très important de tenir ça en compte. Par contre, sur nos téléphones, comme disons les iPhones, par exemple, avec le Touch ID ou le Face ID, comme l'information reste locale, ça devient, c'est pas un usage qui doit être déclaré, donc on peut l'utiliser comme dans ce contexte-là. Dans l'ensemble, tu as abordé plusieurs éléments, puis il y a aussi, justement, c'est l'axe du SMS, parce qu'il y a beaucoup de discussions à l'heure actuelle qui est faite sur le fait que le SMS, ce n'est pas sécuritaire. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Comment tu abordes ce genre de choses-là? Ben, a priori, vous savez, ce qui importe, là, c'est d'avoir une meilleure sécurité auprès de nos comptes, nos accès. Comme j'ai mentionné, il y avait 3 types de niveaux de sécurité. Fait que, idéalement, aujourd'hui, avoir juste un nom d'usager puis un mot de passe, ce n'est plus suffisant. On aura beau avoir même plusieurs caractères, des lettres particulières, tout ça. La problématique réside aussi dans le fait que quand les pirates réussissent à craquer des systèmes, ils mettent la main sur des mots de passe qui vont être en mesure de déchiffrer et de connaître les véritables mots de passe. Et après ça, de réutiliser tout ça comme dictionnaire d'attaque pour les valider un paquet d'accès ailleurs. Donc, c'est important d'avoir des mots de passe qui sont toujours différents d'un site à un autre. Et puis, aujourd'hui, donc, on va parler de mettre un deuxième facteur aussi jumelé avec l'authentification par mot de passe, qui est souvent soit de quelque chose qu'on détient, donc un token, ou ça peut être tout simplement un élément logiciel. Les logiciels, on va parler là, de Google Authenticator, là, vous savez, la petite application là, qu'on peut avoir sur notre téléphone, etc. Ou il y en a d'autres, évidemment, là. Il y en a une panoplie, RSA en fond aussi, l'application YubiKey aussi qui en fait, il y en a plusieurs. L'important, c'est que quand on l'active, cette deuxième authentification-là, faut s'assurer qu'elle soit, oui, bien activée, mais d'en conserver le code. Souvent, les gens vont juste scanner l'application 2D là, ou le code QR, comme on dit.
Et puis, ça permet de facilement intégrer vos accès là, à votre petite application. Mais moi, j'ai toujours opté pour la façon manuelle qui permet de capturer puis conserver votre code primaire, de votre clé secrète à vous, là, que vous allez garder précieusement. Comme ça, vous allez être en mesure de, si vous perdez votre téléphone, de réactiver votre code en question sans avoir de problème, puis il va toujours fonctionner avec le site. Maintenant, quant au SMS, oui, s'il y a des failles dans le système, toute information par SMS ou par téléphone cellulaire fonctionne avec des systèmes qui sont désuets ici au Canada. On appelle ça les systèmes SS7. Vous ferez des recherches. J'ai écrit un article d'ailleurs là-dessus à ce sujet-là aussi. Là. Idéalement, je dis bien, faut prioriser avec des applications et peut-être oublier l'authentification double facteur avec les SMS. Mais, je dis bien mais, dans le cas que les fournisseurs en question de sites web ou etc. n'offrent pas l'application là, Google Authenticator ou Microsoft Authenticator, l'authentification via SMS est toujours bonne. C'est pas méchant. Par contre, sachez que si vous pensez que vous pourriez être un usager, une personne ciblée d'importance, faites de quoi? Allez vous chercher quelqu'un qui va vous aider à fonctionner avec autre chose que le SMS, parce que toutes les communications qui sont là-dessus, là, c'est facilement récupérable. Et à ce moment-là, ils vont être en mesure de pouvoir avoir accès carrément à votre compte. Fait que le SMS, c'est bon, mais si on peut faire autrement, c'est encore mieux. Je trouve ça très intéressant la façon que tu l'abordes, effectivement, pour les personnes d'importance. Puis c'est ça qu'on malheureusement on voit pas dans la conversation publique, du moins de dénoncer le peu de sécurité du SMS. C'est que pour, supposons moi, qui est pas si important que ça, le fait que j'utilise le SMS, la probabilité que quelqu'un va monter une attaque complète pour venir récupérer le SMS, le code pour rentrer, est très faible. Par contre, un président de compagnie, par exemple, qui est beaucoup plus intéressant pour un pirate, lui ils vont déployer l'énergie suffisante, puis maintenant, c'est plus tellement dispendieux non plus d'ailleurs, de réussir à tromper le système puis de réussir à aller récupérer ce genre d'informations-là. Mais la nuance est très importante parce que vaut mieux ça que rien du tout. Ne pas avoir de deuxième facteur parce qu'à ce moment-là, on est ultra vulnérable. Puis je vais faire un peu de pouce sur le fait des mots de passe, la réutilisation puis tous ces éléments-là. Ce qui arrive souvent aussi, c'est que maintenant, faut pas se leurrer, nos mots de passe sont tous dans le dark web. Fait que la quantité de fuite d'informations qui a eu lieu dans les dernières années de tous ces systèmes-là. Donc, si on partage les mêmes mots de passe entre plusieurs systèmes, c'est sûr que les malveillants ont déjà notre mot de passe clé qu'on a partout. Fait que c'est très important qu'il soit différent. Peut-être pas tant que ça, mais c'est ça là aussi que le deuxième facteur vient enlever l'aspect très irritant d'avoir peut-être beaucoup de mots de passe à gérer de façon bref, c'est comme un amalgame très intéressant. Puis aussi, l'autre élément que je vois récemment dans l'entreprise, puis ça doit exister depuis quand même un certain temps, c'est que là, on parlait de tantôt avec le courriel malicieux ou qu'il y a une pièce une pièce jointe qui vient tromper l'utilisateur. Généralement, ce qu'on voit maintenant en plus, qui vont plus loin, c'est qu'ils vont faire semblant que le site est un site légitime Office 365, par exemple, Outlook ou SharePoint. Donc, l'utilisateur rentre ces informations comme si c'était un site légitime de Microsoft et le malveillant vient récupérer immédiatement le mot de passe de l'utilisateur. Fait que même là, on demande même à l'utilisateur de contribuer au problème dans ce cas-ci. Fait dans ce cas-là, c'est là où le deuxième facteur est primordial parce que quand l'attaquant se fait, ça prend moins d'une minute le moment que le mot de passe est saisi dans le système malveillant, que le malveillant essaie d'attaquer le compte de l'utilisateur pour l'avoir vu. Et si le deuxième facteur n'est pas là, il va rentrer comme un couteau chaud dans du beurre mou. Fait que ça va être désastreux pour l'utilisateur, puis son compte va être complètement pris en charge par le malveillant. Le deuxième facteur bloque tout ça, puis ça vient stopper cette chaîne d'attaque-là, même si l'utilisateur se fait tromper dans la chaîne d'attaque. Fait que c'est une deuxième protection, là. C'est des bretelles et une ceinture. Et
et on est dans un univers où c'est important d'avoir les bretelles et la ceinture parce que sinon on va se retrouver dans un problème. J'ai aimé aussi le fait que toi tu prends en note ton code pour les QR. Ça ou les numéros, les codes de récupération aussi qui sont très importants à stocker parce qu'ils nous aident à se sortir du pétrin. Ce qui est heureux maintenant, c'est que la nouvelle version de Google Authenticator permet la prise de backup. Puis ça, faites-le. C'est très important parce que si vous perdez de cellulaire, si vous le perdre c'est une chose, mais même changer de cellulaire est un transfert qui est assez désagréable de transférer toutes les données de l'authenticator de un à l'autre parce qu'ils suivent pas dans le backup normal du système d'exploitation. Android, je sais pas, mais iPhone, ça ne suit pas. Fait qu'il faut vraiment le mettre en backup différemment. Puis là, quand on a 15, 20, 30, dans le nombre que j'ai à peu près, ça peut me passer une demi-journée juste à ressaisir mes affaires, ce qui est un peu irritant en soi. Là. Oui. Ben effectivement, pour réussir à éliminer un peu ces irritants-là, comme je mentionnais, premièrement, les gens qui, des fois, ont malheureusement juste scanné le code QR, se ramassent avec l'application là, qui fonctionne très bien. Le jour qu'ils changent de téléphone, ils vivent une méchante problématique de devoir récupérer, changer son authentification double facteur pour un nouveau code à partir du site lui-même. Parce que là, évidemment, il n'y a plus le téléphone, il n'y a plus sa clé en question. D'où l'importance d'avoir un bon gestionnaire de mots de passe, puis d'aller l'insérer à l'intérieur, de la garder secrète, cette clé secrète-là, évidemment, et puis de la réutiliser quand ça viendra le temps. Aujourd'hui, il y a des applications là, de gestionnaire de mots de passe qui permettent même de faire du tout effet, là, un peu comme Google Authenticator puis Microsoft aussi. Pour ceux qui sont moins à l'aise, admettons, avec ça, il existe aussi l'application Authy, A-U-T-H-Y. Vous pouvez aller sur leur site, là, tout simplement, installer l'application. C'est très bonne application, très utile. Ça peut enlever un irritant aussi, puis je m'explique pourquoi. Cette application-là va être capable de faire la même chose que Google Authenticator ou Microsoft ou etc. de ce monde. C'est juste que cette application-là peut permettre d'être synchronisée sur 2 appareils, admettons, ou peut-être 3. Évidemment, je me limiterais, moi, à 2 appareils maximales, là. Comme ça, ben, si vous perdez votre téléphone, vos accès, vous les avez toujours encore qui sont synchronisés sur un autre appareil aussi. Fait que ça peut limiter l'irritant. Par contre, là, on a des clés qui sont installées ou accessibles sur 2 systèmes. Mais tout de même, l'application Authy est quelque chose de très fiable et sécuritaire. Elle permet d'être paramétrée là, au bout de X secondes. Là, l'application se ferme, etc. Fait que c'est une application très sécuritaire. Fait que ça peut être un autre élément là, qui enlève des irritants en question. Là. Oui, effectivement. C'est l'élément irritant qui est important pour les utilisateurs puis favoriser l'adoption de ce genre de choses-là. D'ailleurs, Microsoft a fait des efforts, puis Google aussi à certains égards, puis certains autres grands fournisseurs infonuagiques, que leurs applications d'authentification vont fonctionner avec du push. Et le push, c'est vraiment, puis moi, je veux dire là, après avoir goûté à ça, là, saisir des codes à 6 chiffres, ça devient de plus en plus irritant. Fait que j'aime beaucoup cette approche-là parce que ça limite la manipulation. On a juste besoin d'accepter sur 1 ou 2 appareils. Moi, je vais enrôler toujours 2 appareils dans ce genre de système-là, justement pour avoir un en relève au cas que j'en ai un qui explose, je le perds, ou ainsi de suite. À ce moment-là, je suis capable de faire ça. Puis, dans les systèmes, je suis plus familier de Microsoft, mais on est capable de retirer l'appareil qui aurait été volé, par exemple. Fait que du moment que lui est enlevé, fait qu'il ne recevra plus les dites authentifications. Et maintenant, de toute façon, Microsoft a encore augmenté encore plus sur la sécurité de son application et rend obligatoire la saisie du Touch ID ou du Face ID sur les iPhones, entre autres, justement pour
pas qu'une personne qui tomberait sur le téléphone par hasard, déverrouillé, soit capable d'utiliser ce moyen-là pour authentifier plus loin. Fait que les grands fournisseurs ont vraiment amélioré leurs principes, ils ont vraiment amélioré les choses. Le push, c'est vraiment fun. Google le fait, Microsoft le fait, Facebook le fait, Apple le fait. Ils le font pas mal tous. Fait que si vous êtes capable d'aller dans cette avenue-là, puis elle est vraiment facilitante, ça favorise en entreprise, justement, quand que les utilisateurs connaissent pas trop l'application Microsoft Authenticator, par exemple, vont par défaut prendre le modèle avec le PIN. Puis quand on leur donne justement l'approche avec le push, c'est une libération complète parce que ça réduit l'irritant majeur qui de devoir toujours se réauthentifier, là. Oui, effectivement. Puis on en est rendu à un point tel en société pour les petites entreprises et puis les travailleurs autonomes, etc., que c'est quelque chose de requis, d'important, à un point tel que Google, probablement que tu auras remarqué, Nicolas Loïc, Google, il y a à peu près une semaine, a commencé à publiciser le fait qu'il va imposer de plus en plus l'utilisation du 2FA, du MFA, de l'authentification à double facteur. Comment? J'ai lu très rapidement, et puis il l'imposera pas de façon brutale, là, mais dans la page que j'ai cru lire là, quand j'ai pris connaissance un peu de l'article, c'est que ceux qui auraient un genre de numéro de téléphone qui est déjà intégré dedans, les informations de chez Google, eux vont faire partie des gens, entre autres, qui vont se faire offrir de façon sérieuse là, l'authentification double facteur pour l'activer. Donc, c'est du SMS, mais comme je mentionnais plus tôt, c'est déjà mieux que rien. Parce qu'oubliez pas une chose, c'est que le pirate, s'il accède à votre compte, il n'y a rien qui l'empêche que lui, il pourrait mettre un 2FA dessus. Et vous n'y aurez même plus jamais accès. Ça va être fini à ce moment-là. Oui, il y a entre autres ça, puis ça, c'est assez violent. Puis il y a tout l'autre aspect aussi qu'on oublie entre autres avec les courriels, c'est que généralement tous nos comptes, dans tous nos services, sont reliés à une adresse de courriel. Et si cette adresse de courriel-là est perdue, on parle de contrôle, généralement un Gmail ou un Hotmail ou un Outlook, va permettre de déverrouiller l'ensemble de toutes nos autres plateformes. Donc, c'est comme l'espèce de clé maître qu'on a qui est très utilisé. Donc, c'est effectivement très, très important. J'avais un peu commenté justement sur l'article que tu avais partagé pour Google. L'important, c'est que ça soit bien fait, c'est d'amener les utilisateurs. Je suis très d'accord avec le fait que Google l'impose, parce que c'est comme des notions de santé publique. Dans le fond, il faut obliger les gens à rehausser leur niveau. Mais dès lors, si les gens sont correctement accompagnés, si l'accompagnement de Google amène les gens tranquillement à aller dans une direction qui est favorable et d'adopter des meilleurs comportements, je pense que tout le monde est gagnant dans cet univers-là, même si c'est des SMS. Effectivement, Google, historiquement, n'a pas l'habitude de trop bousculer, je dirais, les gens. Il va commencer par leur offrir qu'est-ce qui est opportun pour eux, puis il va faciliter les choses. C'est des gens qui sont très orientés processus. Ils pensent à l'avance, ils mettent en place les choses. C'est des gens qui sont réfléchis. Je voudrais revenir sur un point qui est important. Vous savez, quand on active l'authentification double facteur, c'est justement pour s'assurer que les choses soient plus sécuritaires. Et à un moment donné, il y a des gens, des fois, ils disent, bon, OK, j'utiliserai plus mon SMS. Fait que j'ai mon user, password, puis aussi maintenant, j'ai mon application à double facteur. Parfait. Avez-vous pensé de retirer de vos configurations de sécurité l'élément SMS si vous ne l'utilisez plus? Parce que, évidemment, le pirate, lui, s'il tente d'accéder à votre compte, il va dire, bon, j'ai réussi à trouver le mot de passe. Ah, on me demande de valider qui je suis, soit par une application. Ah, puis j'ai aussi l'option du SMS. Hey, je suis capable de réussir à avoir accès à son SMS, lui. Fait que, faut vraiment éliminer les éléments d'authentification aussi qu'on n'utilisera pas. Avant de procéder, par contre,
pas se peinturer dans le coin, comme on dit en bon québécois. Faites vos validations, faites vos tests. Testez les authentifications pendant une semaine, à la limite, là, s'il faut, si vous n'êtes pas trop certain de votre coup. Là. Et après coup, vous retirerez les éléments que vous êtes sûr que vous n'utiliserez plus, comme le SMS, si vous avez une application qui l'a remplacé maintenant. Ouais, ben dans le fond, d'éviter d'enfermer nos clés dans l'auto, justement, puis se retrouver sans s'embarrer à l'extérieur de notre auto, par exemple. C'est la meilleure image de ce genre de choses-là, le tester comme il faut avant. Ça fait pas mal le tour du sujet. Si vous avez des questions, la page Facebook qui est dans laquelle vous pouvez venir discuter avec nous ou poser vos questions qu'on pourrait peut-être approfondir dans un prochain podcast. Moi, ça terminerait. Joël? Ben, pour ma part, je dirais juste sécuriser vos comptes les plus importants à double facteur. Faites ça aussitôt vous avez un peu de temps là à vous. A priori, vos courriels, c'est relativement simple de faire ça. Là. Tous les courriels là, aujourd'hui, le public le font. Là, je m'adresse même à monsieur tout le monde. Là, si vous avez la possibilité, parce que vous savez, vous pouvez recevoir des paiements Interac. Et puis si le paiement Interac, des fois, il n'est pas toujours hautement sécurisé, ce paiement-là, vous savez. Donc, si le pirate accède à votre compte courriel, évidemment, il peut potentiellement récupérer les argents qui sont en transit. Donc, tous les comptes bancaires, tous les comptes de courriel, tous les comptes que vous utilisez là, d'importance, s'il vous plaît, sécurisez-les à double facteur. Vous n'êtes pas tout à fait à l'aise, demandez à quelqu'un qui est vraiment plus à l'aise. Puis vous ne trouvez pas personne, tentez de me rejoindre tout simplement. Il est tellement facile de me rejoindre en 3 mots. Monsieur TI Sécurité. N'importe où sur Google, vous allez me trouver assurément. J'ai pas d'autre chose à dire à part que ça. Sécurisez-vous, mes amis. C'est ça. Prenez les moyens, aidez-vous à vous sauver du trouble plus tard. Merci beaucoup et à la prochaine. Ben, gros merci, Nicolas Loïc. Ce fut un plaisir aujourd'hui. Fait qu'on trouvera sûrement un autre sujet encore pour la prochaine séance. Il y en a énormément de sujets. Merci beaucoup. Bye bye.